se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. Cette semaine, les deux légendes nous plongent en plein cœur de l'hiver québécois. La première légende présente le fameux pont de glace entre la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. C'est Françoise qui nous l'a fait découvrir. La légende du pont de glace. Bien, c'est une légende qui se passe entre la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, où pour maintenir un lien de communication dans la période hivernale, bien, on construisait un pont de glace. Naturellement, c'est assez compliqué de construire ça, alors on faisait appel au diable. Il faut savoir qu'on est dans le monde des légendes et le diable peut être d'une grande aide pour construire un travaux aussi important. Alors, ce pont de glace permettait bien un lien de communication non seulement utile, mais festif. Et il y avait aussi une tradition très importante qu'on appelle le coup de mai, c'est-à-dire qu'au printemps, quand le pont de glace cédait, bien les habitants d'un côté ou de l'autre allaient tirer du fusil pour avertir les gens de l'autre côté que le pont de glace venait de céder, parce que ça pouvait être dangereux si on s'aventurait à aller sur les glaces. Ici, on a une belle représentation faite par un artiste de la région, Paul-Yvan Gagnon, qui nous interprète cette légende-là. Vous remarquerez qu'en haut, vous avez l'arrivée de l'oie blanche, mais quand on tirait du fusil, il est fort possible qu'on attrape une belle oie qui nous tombait dans les bras et on pouvait festoyer et célébrer l'arrivée du printemps. Le pont de glace. Durant le régime français, le dur hiver emmenait les habitants à construire un pont de glace entre l'île d'Orléans et la Côte-de-Beaupré. On attendait au début janvier parce que, à cette période de l'année, on assistait à une accumulation des glaces le long des rives du fleuve Saint-Laurent. Il fallait quelques jours de gel consécutif, au moins 15 jours à des températures nocturnes de moins 0 degré pour s'assurer que le sol était bien gelé et qu'il s'était formé un couvert de glace assez solide pour supporter des carrioles et leur attelage. Cette traverse hivernale était d'au moins 15 pieds de largeur et elle était bien entretenue et balisée par des petits arbres tels que des sapins ou des têtes d'épinettes. Ce pont de glace permettait des échanges économiques, puis était un lien de communication ou de bon voisinage autant utile que festif. Mais construire un pont de glace était tout un défi, parce que si un tel pont était mal construit, il pouvait porter un malheur, puis être très dangereux. Du côté de la Côte-de-Beaupré, on demandait à Luc, Maurice et Hercule, 3 ouvriers très adroits, vaillants, qui n'avaient pas peur du froid, de venir aider à construire le pont de glace. Puis du côté de l'île, c'était Pierre, Tijan puis Laurent, 3 agriculteurs qui, normalement, fournissaient des fruits et légumes au marché de la ville et que, durant la période hivernale, avaient du temps à consacrer pour la construction du pont de glace. Tous ces gaillards, chacun de leur côté, débutaient l'ouvrage avec une perche pour tenter le sol, pour s'assurer de la solidité et de l'épaisseur de la glace. Puis, après ça, ils prenaient une carrière à long manche avec le bout comme une scie pour creuser la glace puis planter les arbres qui agissaient comme une barrière sécuritaire. Donc, au fur et à mesure de l'ouvrage, on commençait à voir pointer 2 belles grandes rangées d'arbres qui poussaient sur le long du fleuve Saint-Laurent. Mais du côté de l'île d'Orléans, après 2-3 jours, les ouvriers arrivaient, puis les sapins étaient tout croches. Puis il y avait comme des traces de pas dans le sol qui faisaient des gros trous qui se remplissaient d'eau en plein milieu du chemin. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Puis en plus, les habitants étaient impatients puis ils leur demandaient à quel moment le pont va être prêt, on a hâte d'aller de l'autre côté. Là, ils prenaient du retard puis ça devenait problématique. Mais les ouvriers, ils avaient remarqué une petite cabane près du fleuve Saint-Laurent, puis ils se disaient, peut-être que c'est de là que vient notre trouble. Fait qu'ils décidèrent d'aller voir. Puis au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, ils ont vu qu'il y avait un grand monsieur avec un grand capot noir, puis un casque, puis qui semblait poilu avec des yeux luisants. Ça fait qu'ils lui racontèrent un peu l'histoire avec le pont. S'il avait remarqué quelque chose d'étrange le soir sur le pont, le monsieur a dit non. J'ai rien vu, rien entendu. Mais
Si vous avez besoin d'un coup de main ou d'aide, je peux vous aider. Je suis un expert dans l'art de rejoindre une rive à l'autre comme de vie à trépas. Ou sinon de dégeler ou de geler des bas-fonds très profonds. Ou de maintenir des flambeaux pour éclairer tous les chemins, même ceux de l'au-delà. Hey, vraiment, les trois ouvriers, ils étaient vraiment surpris. Puis là, il leur a dit, mais je vais vous aider à une seule condition. Je veux l'âme de la première créature à traverser le pont. Hey, ben là, les ouvriers hésitèrent. Mais devant l'urgence de compléter le pont, puis le retard qu'ils avaient eu, ben, ils ont décidé d'accepter la proposition sans trop se poser de questions. Hey, l'homme travaillait de manière infatigable. Il transportait les arbres, les plantait, nivelait le sol, enlevait toutes les cochonneries qu'on pouvait trouver pour ne pas fragiliser la glace. Il faisait vraiment un travail minutieux, impeccable, bien fait, ainsi qu'ils ont tout rattrapé le retard qu'ils avaient. Pour au bout de la 7e journée, ben, le pont était finalement concrétisé. Ils avaient rejoint les deux bouts. Les ouvriers le remercièrent, mais celui-ci leur dit « N'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite. Je serai à la cérémonie d'ouverture du pont. » L'ouverture était justement pour le dimanche qui s'en venait. Les trois ouvriers sont retournés chez eux puis ont raconté l'histoire à leurs femmes. Les femmes étaient très troublées puis leur ont dit « Mais comment vous avez pu? Vous avez passé un pacte avec le diable. » On ne voit pas de quelle façon on peut régler ça. Il faut aller en parler à l'intendant. Les trois ouvriers, suivis de leurs trois femmes, s'en allèrent rencontrer l'intendant qui était le représentant du Conseil souverain et lui firent un rapport de la situation. L'intendant ne savait pas trop comment régler ce problème-là. Ça fait que là, il leur a dit, il faut qu'on aille rencontrer les membres du comité responsable du protocole de la cérémonie de bénédiction de l'ouverture du pont de glace. Ils partirent tous, l'intendant, les trois ouvriers, suivis de trois femmes, rencontrer tous les membres du comité responsable du protocole de la cérémonie d'ouverture du pont de glace. Les membres du comité furent vraiment sidérés. Comment avez-vous pu faire une promesse comme ça? Puis en plus, ça ne relève pas de nous, ça relève de l'Église puis de monsieur le curé. Alors, il faut aller lui raconter l'histoire. Alors, tous les membres du comité responsable du protocole de la cérémonie de bénédiction de l'ouverture du pont de glace, suivis de l'intendant, des trois ouvriers et des trois femmes, partirent pour rencontrer monsieur le curé au presbytère. Celui-ci est inquiété. Comment avez-vous pu passer un pacte avec le diable? Puis justement, c'est l'évêque, c'est lui le personnage le plus important. C'est lui qui va passer en premier sur le pont, selon le protocole. Puis justement, il vient d'arriver, il est à l'église, il faut aller lui en parler. Alors, ils partirent tous presque en procession. Le curé, tous les membres responsables du protocole de la cérémonie de bénédiction de l'ouverture du pont de glace, l'intendant, les trois ouvriers, les trois femmes, presque à la course, ils se rendèrent à l'église et de façon cacophonique, ils essayaient d'expliquer à l'évêque ce qui était pour se passer. L'évêque dut prendre la cloche pour sonner. Normalement, c'est la cloche qui appelait les fidèles à la communion pour essayer de rétablir un silence. Finalement, le curé résuma la calamité qui était pour se passer à la cérémonie de bénédiction de l'ouverture du pont de glace. L'évêque eut un haut-le-corps, mais essayant de garder toute sa dignité et sa présence, il leur dit « Je vais prendre tout ça en délibéré et je vais demander la protection divine par des prières. » L'histoire du pacte avec le diable se répandit comme une traînée de poudre partout sur l'île. Et à la cérémonie, tout le monde des rives était rempli de monde parce qu'ils voulaient voir qui serait le premier à passer sur le pont de l'île. Puis on avait bien averti les gens de la cour de Beaupré, surtout ne passez pas sur le pont, attendez qu'on vous donne le signal avant de venir. Et là, on voyait arriver
le cortège, la procession qui arrivait très lentement, avec tous les dignitaires qui avaient l'air inquiets, mais qui étaient d'une politesse et d'une humilité. Alors, au lieu de défiler, ils se défilaient vers l'arrière en disant « Mais après vous, vous êtes beaucoup plus important que moi. Non, 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 c'est à vous, allez-y, vous êtes plus important. » Ah, l'évêque arrêtait tout ça sur le bord du pont, fit signe au bédot. Le bédot arriva avec un sac, il mit la belle dans le sac, sortit un chelouard qu'il tira sans plus attendre sur le pont. Hey, on a entendu un hurlement! Ouh, le diable qui sortit pour attraper le chat puis il disparut dans un éclair de feu sur le pont. Le diable avait eu la première créature à passer sur le pont. Ben, l'évêque prit son goupillon, le trempa dans le seau d'eau bénite, aspergea abondamment le pont, fit sa bénédiction, et maintenant, le mauvais sort était conjuré. Et on pouvait voir par la suite les habitants utiliser le pont de glace pour s'en aller de l'autre côté de la rive. Mais on pouvait remarquer qu'il y en avait quelques-uns qui se signaient avant de mettre le pied sur le pont, juste au cas où. Pour ceux qui s'inquiètent du chat, inquiétez-vous pas, les chats s'assiedent vite et se retombent toujours sur le banc. La deuxième légende nous parle du temps des fêtes au Québec, qui nous ramène à nos racines québécoises et à nos traditions. Allons écouter cette légende avec Pierre. Vous allez voir tantôt, par des récits de Pierre-Joseph, que le temps des fêtes, le mois de décembre en particulier, même janvier, était bien occupé dans ce temps-là. Puis ce témoignage-là de Pierre-Joseph pour cette époque, je tiens à mentionner en particulier, c'est en souvenir de Mme Thérèse Bouchard, Mme Bertha Tremblay, Mme Olivette Pépin-Renaud, Messieurs Paul-Émile Filion et M. Georges-Henri Côté en particulier, qui m'ont tant appris au niveau de la vie d'autrefois. Bonne écoute. Bon, l'histoire que je vous raconte, c'est pas une histoire. Je vous raconte ma vie. Parce qu'on m'a demandé de vous dire, puis de vous expliquer comment on passait décembre puis janvier dans mon temps, moi. Il faut dire que le 8 décembre, à l'Immaculée Conception, quand mon père, il m'avait dit, « Quand l'hiver est pogné pour de bon, le lendemain, tu feras boucherie. Tu tues ton cochon, puis tu tues un bœuf. » Parce que là, il fallait se préparer pour le temps des fêtes qui arrivait. Fait qu'on se faisait de la mangeoire. Marie, ma femme, vous avez dit que j'étais marié? Non, Marie, ma femme, on a eu 10 beaux enfants. 5 gars, 5 filles, pas de chicane dans la cabane. On n'a pas perdu un beau âge. Thomasin, lui, il en a eu 18, 14 vivants, il en a perdu. Mais ça, c'est des fois, ça arrivait. Fait que là, la belle-mère, elle restait chez nous. Quand mon beau-père est mort, Marie, elle savait comment me prendre. Elle dit, on va prendre maman avec nous autres, elle va nous rendre des bons services, puis elle aimerait ça avoir des enfants, puis bon. Fait qu'on l'a pris. Elle avait sa chambre en bas, la chambre des vieux, c'était pour elle. Elle était là. Mais elle faisait de la mangeoire avec Marie, ma femme, puis les plus vieilles des filles. Pendant ce temps-là, moi, je me tournais pas les pouces. Je me prenais avec mes 2 plus vieux, je montais ce matin à bois, puis j'allais couper du bois pour l'année prochaine. Il fallait prendre d'avance. Mais je spottais un petit sapin en cas qu'il y en ait un intéressant. Pas trop gros, mais quelque chose, un petit sapin pour Noël. Je le coupais pas tout de suite. J'allais venir le couper le 24 au matin. Fait que pendant que les femmes travaillaient fort, les gars, nous autres aussi, on travaillait fort. En plus du train des animaux, puis tout ça. Fait que le 24 au matin, là, les enfants, on commençait à sentir que les enfants, Noël arrivait, puis ils étaient énervés. Là, moi, je monte en haut, ce matin à bois, chercher le petit sapin que j'avais spoté. Je le descends en bas, je le secoue comme il faut, puis je le rentre dans le coin du salon. Puis dans l'après-midi, Marie puis les enfants, ils le décoraient, ils mettaient des petits rubans, toutes sortes de belles affaires dedans. Puis là, après souper, la plupart des enfants y allaient se coucher. Parce que là, on allait après ça à la messe de minuit. Les 2 plus jeunes, eux autres, là, les bébés, là, ils venaient pas. Hein, parce qu'on rentrait dans l'église pour la messe de minuit, puis on sortait de là à 2h moins quart. Ça fait qu'à 10h30, 11h le soir, j'allais atteler ma grosse carriole, puis j'avais mes 2 petites juments, puis là, on descendait, puis il y avait comme de la magie dans l'air. Le ciel était étoilé, puis là, d'un peu partout, t'entendais les grelots des chevaux qui arrivaient à l'église de Saint-Joachim.
c'était comme la magie avec des étoiles. C'était de toute beauté. Puis, je ne vous ai pas dit encore, mais à un moment donné, ben, monsieur le curé, avec qui je m'entendais bien, il m'a nommé maître chante. C'est moi qui chantais le minuit chrétien à la place d'Oscar Tremblay, parce qu'Oscar, il y a eu une petite chicane avec monsieur le curé, puis monsieur le curé, il dit « Oscar, c'est plus toi qui vas chanter, c'est Pierre-Joseph. » Fait que moi, j'étais en haut, puis je chantais le minuit chrétien. Puis là, il y avait la messe de minuit, il y avait la messe du jour, puis la messe de l'aurore, puis on revenait à la maison. Mais, je ne vous l'ai pas dit encore, mais pendant qu'on était à l'église, là, ça a l'air que les animaux en bétail, à minuit pile, ils se parlent entre eux autres. Le mouton, les poules, les vaches, les chevaux, tout le monde se parle ensemble pour dire s'ils sont bien traités ou s'ils sont maltraités par leur propriétaire. Ben, chez nous, je ne les ai jamais entendus parler, mais si à un moment donné, vous avez l'occasion d'être à côté d'un étable, le 24 décembre à minuit, donc le 25 décembre, écoutez avec votre oreille, peut-être que vous allez entendre des animaux parler entre eux autres. Mais là, je reviens au réveillon. Alors, la table était mise pour le réveillon, le petit réveillon de famille. Mes 10 enfants étaient là, Marie puis moi, puis ma belle-mère. Puis il y avait toujours une place de plus, une place pour le quêteux. Parce que des fois, un quêteux qui passe, ben, tu peux l'inviter. Ça fait que là, moi, j'allais pas me coucher le matin. J'allais faire mon train, voir mes animaux, puis j'allais me coucher après. Mais le matin de Noël, la belle-mère était pratique pour ça. La belle-mère, elle se levait de bonne heure, puis elle envoyait les enfants s'époumoner dehors, puis prendre l'air un peu, parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'il faisait beau. Fait que, entre Noël puis le jour de l'an, ben ouais, s'il se passait bien des affaires. Le 26, c'était la quête du petit Jésus. La quête du petit Jésus, ça, c'est monsieur le curé qui passe avec les marguilliers. Ben, j'étais marguillé, je vous le dirai tantôt. Mais je passais avec monsieur le curé. Puis là, les gens donnaient des affaires à monsieur le curé. De la nourriture, du blé, de l'avoine, des tartouches, tous les morceaux de viande. Puis quand il y avait trop d'une affaire, ben, ils vendaient ça. Puis à un moment donné, ben, avec l'argent, ben, ils payaient les dépenses du presbytère puis d'entretien de l'église. Ça, c'était la quête du petit Jésus, le 26. Le lendemain, c'était l'élection des marguilliers. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais j'avais été élu marguillier, moi, à l'unanimité. Parce que là, monsieur le curé, c'est sûr qu'il fournissait une liste. Hein. Puis moi, j'ai été choisi. Après ça, ben, c'était la vente des bancs. La vente des bancs à l'église de Saint-Joachim, là, vous remarquerez, là, les bancs, ils ont tous des numéros de 1 à 27 en arrière. Puis moi, mon banc, c'était le banc numéro 7, à droite. Ça, il y a juste moi qui pouvais aller avec ma famille dans ce banc-là. S'il y avait un intrus qui arrivait, là, je disais ça tracé. Ça arrivait des fois, là, des gens d'ailleurs qui ne savaient pas que c'était mon banc, là, en tout cas. Fait que ça permettait à M. le curé aussi de savoir. Ça veut dire que s'il n'y a personne dans le banc numéro 7, ça veut dire que Pierre-Joseph n'est pas à l'église. C'est une façon pour M. le curé de savoir un peu ce qui se passait dans sa paroisse. Fait que là, après ça, ben, c'était la guignolée. Le 31 décembre, dans l'après-midi, il y avait la guignolée. C'était des gens de la paroisse qui passaient en cognant aux portes, puis ils chantaient une chanson, la guignolée, pour ramasser de la nourriture pour les pauvres de la paroisse. Je vous chanterais bien la chanson, mais on n'a pas grand temps. Parce qu'après ça, c'était le jour de l'an. Là, c'était le jour de l'an, c'était la grande fête. Mes enfants y avaient tout été voir le matin en se levant, dans les bas de laine qu'ils avaient mis, leur cadeau, une pomme, un orange, puis quelques petits bonbons. Puis là, ça, c'était un beau moment pour moi. Le plus vieux, il venait chez nous, il venait me voir, puis il dit « Papa, voulez-vous nous bénir? » Là, tout le monde se mettait à genoux, puis je bénissais tout le monde. Bien là, après ça, nous autres, on allait à la grand-messe. Mais après ça, tout le monde arrivait chez nous. Parce que moi, j'ai hérité de la ferme de mon père et ma mère. Qu'ils sont morts, c'est moi qui ai hérité de la ferme familiale. J'étais plus vieux. Fait qu'à un moment donné, ben, mes frères, mes sœurs, ils venaient chez nous, mais pas tous en même temps. Il y en a qui venaient souper, il y en a qui venaient dîner, il y en a qui venaient dans l'après-midi. Mais en tout cas, il y avait bien du monde. Puis faire notre jour de l'an.
Vous savez que jusqu'au 31 janvier, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous n'avez pas fait votre jour de l'an, vous pouvez le faire jusqu'au 31 janvier. Puis, moi, je me rappelle, au jour de l'an, mon frère Alphonse, je vous en ai déjà parlé, mon frère Alphonse, sa femme avait eu un bébé. Il avait à peu près 3 ou 4 mois, le bébé. Puis, à un moment donné, Alphonse, il me dit, ouais, il dit, le bébé, il n'est pas dedans pantoute, il n'est pas habitué d'avoir tant de bruit que ça, il n'arrête pas de broyer. On va s'en aller. Ben non, Alphonse, reste avec nous autres. Fait que là, viens avec moi. On prend le bébé. Ben, il prend son bébé d'un bras, puis on monte dans la chambre, Marie puis moi en haut. Puis là, j'ouvre le tiroir de la commode parce qu'on ne pouvait pas coucher sur le lit, c'était plein de manteaux. Ça fait que j'ouvre un tiroir de commode, j'enlève le linge dedans, j'y mets une petite couverte, puis je mets le bébé dedans. Je ne vais pas refermer le tiroir. Mais il s'est endormi. Mais je ne sais pas si c'est de là qu'il a aidé l'expression « un enfant mal commode ». En tout cas. Ça fait que là, après ça, c'était la fête des rois. À la fête des rois, là, c'est l'épiphanie. Ça, c'était une fête bien importante. Là, Marie, elle faisait une grosse galette, puis elle mettait une fève dedans. Puis la personne qui avait la fève était le roi ou la reine de la journée. On essayait des fois d'alterner d'une année à l'autre. Bon, pour que ce soit toujours la même personne. Fait que, mais dites-vous qu'à la fête des rois, là, les jours, ils rallongent d'une patte d'ouet. Il commence à faire plus clair. Ça commence à être plus intéressant. Puis là, au mois de janvier, ben, on se voisinait. Parce que là, on se préparait pour l'été, parce que l'été, on avait tellement de travail à faire, que là, on se voisinait en masse. Ça fait que tout le monde venait chez nous, puis là, jusqu'à Chandeleur. À Chandeleur, ben là, à Chandeleur, c'est le 2 février. La Chandeleur, ça, c'est... On va à l'église faire bénir les chandelles qu'on a faites avec le gros des animaux. Le monsieur le curé les bénissait pour qu'ils durent plus longtemps. Mais je vous dis qu'on n'arrêtait pas. Mais, en tout cas, si à un moment donné, vous voulez en savoir le plus long sur Pierre-Joseph, ben, vous pouvez le rencontrer peut-être un jour à la Bioferme des Capes, à Saint-Tite-des-Capes. Nos 2 conteurs nous ont offert au cours des dernières semaines des contes remplis de mystères et de féeries. Il serait bon de connaître de quelle manière ils ont vécu cette expérience. Écoutons Pierre et Françoise nous en parler. Quand j'ai reçu un téléphone de M. Blondeau de Télé d'ici, parlant d'un projet d'émission sur les légendes, j'ai hésité un petit peu, mais le métier est ressorti assez rapidement parce que j'ai effectivement fait de l'interprétation historique. Donc, je me suis dit, le patrimoine archéologique, c'est bon, le patrimoine légendaire aussi. Donc, j'ai embarqué avec plaisir dans ce projet-là, qui nous mène à la fin d'une série où, effectivement, on a en plus été accueillis à l'Atelier Pareil dans un décor inspirant. Puis, on remercie d'ailleurs Françoise pour son accueil puis sa complicité. Puis, en revêtant le costume de Pierre-Joseph, je suis retombé dans le bain, un peu comme un chat qui retombe sur ses pattes. Puis j'ai retrouvé ce personnage sympathique et sincère qui nous a raconté bien des histoires, mais comme il dit souvent, c'est plus que des histoires, c'est des faits. Donc on a été dans le rocambolesque des légendes. Le diable a été souvent là, mais il a rarement gagné. Donc en terminant, je voudrais remercier M. Blondeau pour sa confiance, puis aussi mon ami Jean-Paul, alias Télésino, pour son professionnalisme tout au long de cette série. À la prochaine, peut-être. L'atelier Paré a été créé en 1943 par le grand maître sculpteur Alphonse Paré. Lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite dans les années 85-86, bien, on a pensé que c'était important qu'il y ait une œuvre majeure qui le représente, étant donné qu'il ne serait plus ici personnellement pour accueillir les visiteurs. C'est à ce moment-là que l'idée de la Grande Murale a germé et que la thématique des légendes a été décidée. La raison, c'est que quand on a regardé le portrait de la cour de Beaupré, on se disait qu'au niveau de l'art religieux, c'était bien couvert avec la basilique, et à l'époque, c'était le musée L'Historial, le musée Sainte-Anne,
Au niveau de la nature, bien, on a 4 chutes. On a une région qui est très choyée. On a en plus le Cap Tourmente où on a l'Oie. Mais il n'y avait pas d'endroit qui parlait des gens. Qui sommes-nous? Alors, l'idée des légendes s'est rapidement implantée et c'est à ce moment que, sur la murale, il a représenté 4 des légendes québécoises les plus connues, dont le loup-garou, la chasse-galerie, Tom Caribou et Tipit de Valéran. Alors, suite à ça, il y a une animation qui est née et où on introduisait à nos visiteurs ces 4 légendes québécoises. Alors, c'est sûr que sur un circuit touristique qui dure à peu près 3 heures sur la côte de Beaupré, bien, l'arrêt à l'Atelier Paris est à peu près une demi-heure d'arrêt. Donc, l'animation se devait d'être assez rapide, condensée, pour donner un goût aux gens qui nous visitent, bien, qui sommes-nous les Québécois? Parce que les légendes, un petit peu, ça parle de nos valeurs, ça indique un petit peu qu'est-ce qu'était le monde dans lequel on existe et quels sont les outils pour nous aider à passer à travers différentes épreuves. Alors, et ça représente aussi la joie de vivre des Québécois. Alors, c'est comme ça que le thème des légendes est apparu à l'Atelier Paris. Pour ce qui est de l'émission, de cette série de 8 émissions, ça a été extraordinaire parce que ça nous permet de revoir ces légendes, mais dans un contexte où on peut rallonger les histoires, ajouter du style, ajouter des descriptions et enfin de colorer ou d'imaginer ces histoires de façon plus intense. Alors, je remercie beaucoup cette opportunité qui nous a été donnée à Pierre et à moi par Jean et Jean-Paul qui ont enregistré toutes ces légendes au fil du temps. Donc, ça nous a permis de revisiter et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les montrer à la suite aux visiteurs qui, eux, auront un petit peu plus de temps et pourront s'asseoir et écouter ces récits qui font partie de notre tradition orale, de notre patrimoine artistique et oral de la Côte de Beaupré. Alors, je les remercie grandement. Après avoir écouté toutes ces légendes, regardez attentivement tout ce qui vous entoure pour départager le réel et l'irréel, le possible et l'impossible, l'histoire et le fait. Et restez aux aguets, car nous vous présenterons peut-être d'autres légendes. En avant la musique!